On va maintenant donner la parole à Bruno qui va nous expliquer quels sont les grands enjeux de recherche, et il y en a encore quelques-uns. Je te passe ça. Oui. Merci. Donc ça, c'est pour avancer. Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais parler un petit peu de l'état d'avancement des recherches dans ces domaines. Bon, je vais repartir un petit peu du défi qui a été lancé par Alain Grandjean, qui a parlé de deux critères importants pour les financeurs, c'est le rendement et le risque. Alors sur le rendement, on sait évaluer par simulation un niveau de performance avant et après des travaux, par exemple, ou comparer différentes variantes. On sait combien coûtent les travaux, donc on sait a priori évaluer un ordre de grandeur de rendement. Par contre, sur le risque, là, il y a une vraie problématique de recherche en termes d'outils, hein, de savoir faire des calculs d'incertitude autour de la simulation. Donc c'est un petit peu là-dessus qu'on a concentré nos travaux. Donc ça, c'est une première piste de recherche. Et puis la deuxième piste, ça a été de se dire, malheureusement, il y a des cas où on va avoir des factures qui vont dépasser la performance qu'on avait garantie. Et là, il y a potentiellement un risque de litige. Et il va falloir s'entendre sur un protocole de mesure et de vérification de la performance qui permettent d'analyser les causes des écarts et d'établir éventuellement des responsabilités. Donc voilà un petit peu les deux sujets qu'on a identifiés comme prioritaires pour essayer d'avancer sur ces domaines-là. Alors, comment on a procédé? Donc, on va effectivement évaluer par simulation numérique. Avant les travaux, on ne sait pas mesurer, donc il va falloir effectivement faire de la simulation pour concevoir une opération, que ce soit dans le neuf ou dans la réhabilitation. Hein. C'est un peu comme le constructeur automobile, il va simuler déjà son concept car avant de le construire. Mais ce qu'on va rajouter dans cette évaluation du risque, c'est l'identification de paramètres incertains. C'est-à-dire qu'on va avoir des incertitudes qui sont liées au climat qui va faire dans les prochaines années, on ne sait pas, au comportement des habitants, des occupants des bureaux, des logements, etc. Et puis, bien sûr, il y a des paramètres constructifs qu'on saura plus ou moins maîtriser, les infiltrations d'air, des ponts thermiques qui sont peut-être un petit peu délicats à certains endroits. Et à partir de là, on va propager des incertitudes sur ces paramètres incertains, mais s'il y en a beaucoup, il peut arriver que certains paramètres ne soient pas très très influents. Hein. Par exemple, bon, ça peut être les couleurs des murs. Les gens, est-ce qu'ils vont mettre des papiers peints à fleurs roses ou bleues et ça va changer un petit peu la manière dont les murs de leur logement va absorber le rayonnement solaire, va le stocker, etc. C'est heureusement pas forcément un paramètre très très important dans la plupart des cas. Donc ça va nous permettre déjà d'éliminer un certain nombre de simulations à faire, parce que du coup, quand on croise tous ces paramètres et toutes les valeurs possibles, eh bien, ça fait des milliers de simulations pour pouvoir faire ce calcul d'incertitude. Donc ces propagations d'incertitude vont nous aider à exprimer un niveau de performance lié à un niveau de risque que l'on prend, hein, en fonction est-ce que j'accepte 5% de risque de dépasser la consommation, eh bien je vais pouvoir me fixer un niveau de performance, hein, par exemple. Et puis ensuite, il va y avoir de l'ajustement, c'est-à-dire que si les gens se sont chauffés à 23 alors qu'on a fait le calcul à 20 degrés, eh bien il va falloir ajuster la performance pour se dire eh bien, si vous vous étiez chauffé à 20 degrés, voilà ce que vous auriez consommé. Et à ce moment-là, ça passait dans la performance garantie, par exemple. Hein. Alors, je vais tout de suite prendre un cas concret parce que c'est plus facile de se comprendre quand on parle d'un exemple concret que si je fais des grandes théories mathématiques. Je pense que ce sera plus simple à la fois pour moi et pour vous. Donc, on a travaillé sur une étude de cas qui est un petit bâtiment de logement. Alors pourquoi celui-là? Vous avez peut-être entendu parler du programme de recherche et d'expérimentation Prébat. Ça fait pas mal d'années que l'ADEME, le plan construction et d'autres organismes ont lancé ce programme
de démonstrations avec des bâtiments performants qui ont été construits en grand nombre en France. Et moi, j'ai été assez surpris, c'est que lorsque on a travaillé donc avec, dans le cadre, par exemple, de la Fondation Bâtiment et Énergie, entre autres avec l'ADEME, j'ai tout de suite dit, pour que ces recherches s'orientent de manière efficace, il sera utile de travailler sur une étude de cas, parce qu'on travaillait avec des bureaux d'études et des entreprises de construction, bien sûr, mais aussi avec des assureurs. Donc, par exemple, il n'est pas absurde de penser qu'une entreprise qui garantit une performance, elle s'assure pour le cas où la facture dépasse et qu'il y a des pénalités à payer. On peut faire jouer une assurance professionnelle, par exemple. C'est dans le cadre du possible. Donc il y avait des métiers très peu techniques, enfin, c'est une autre technique plutôt, qui travaillait avec nous. Et pour se comprendre entre métiers très très différents comme ça, eh bien c'est quand même plus facile de travailler sur une étude de cas. Eh bien, figurez-vous qu'on a eu énormément de mal à trouver un bâtiment sur lesquels il y avait des mesures fiables. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez sur des projets de démonstration avec la Commission européenne, vous êtes obligé de faire 1 an de mesures et c'est très très strict, très très vérifié. Il y a des capteurs, il y a des mesures fiables qui sont faites. Mais en France, on n'a pas cette culture de la vérification, de la mesure. Il y a plein de labels, il y a plein de certifications, il y a plein de bonnes intentions. Mais ensuite, au niveau de la vérification de la performance, eh bien, on était complètement nus. Et il a fallu donc trouver, heureusement, un bureau d'études qui s'appelle Enertech. Vous connaissez peut-être Olivier Sidler. C'est lui qui nous a trouvé des mesures, alors qu'il est contre ce dispositif de garantie de performance. Je parlais tout à l'heure des gens qui nous disaient mais c'est pas la peine de faire tous ces calculs, il suffit de mettre en place une solution technique éprouvée et ça marche. Mais c'est paradoxalement grâce à lui qu'on a pu faire une étude de cas, je dirais, sérieuse, parce qu'on avait des mesures sérieuses sur ces bâtiments. Voilà, pour la petite histoire. Alors, on a donc modélisé ce bâtiment. On l'a modélisé avec, pour ceux qui sont un peu experts de modélisation, c'est important souvent de distinguer plusieurs zones thermiques, ce qu'on appelle des locaux à des températures qui vont être différentes entre le rez-de-chaussée et l'étage supérieur, qui vont être plus exposés aux déperditions de chaleur que les étages courants, par exemple. Et puis ça peut être intéressant d'avoir une distinction entre les logements au sud, au nord, à l'est et à l'ouest. Donc c'est pour ça qu'on a on est parti sur de la modélisation un petit peu détaillée, pour déjà, dans un premier temps, essayer de réduire les incertitudes liées au modèle et au calcul lui-même. Alors, autre chose qui va être importante, c'est l'environnement. Est-ce qu'il y a d'autres bâtiments ou des arbres qui vont faire de l'ombre, par exemple? Donc ça aussi, ça va être important de bien l'évaluer. On a la chance maintenant d'avoir, avec des trucs comme Google, etc. Là, j'ai utilisé ça. Ça m'a évité d'aller sur place parce que c'est toujours coûteux de se rendre sur place. On a maintenant la possibilité d'avoir quand même une bonne idée de l'exposition au soleil des bâtiments. Et alors évidemment, il y a toujours un risque, c'est si quelqu'un construit une grande tour ici, là au sud, et que ça fait plein d'ombre sur le bâtiment, qu'on n'a pas prévu ça dans sa garantie, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, hein. C'est un autre exemple de question. Hein, voilà. Alors, autre exemple d'incertitude, hein, c'est les occupants. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Combien il y a de personnes? Chaque personne émet 80 watts, 100 watts, ça dépend des activités. On peut supposer que plus il y a de logements, et plus il va y avoir de compensation entre les gens qui consomment un peu plus, qui consomment un peu moins, etc. Mais malgré tout, il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur le nombre de personnes, la présence, à quelle heure les gens sont là. Hein, dans la réglementation thermique, on suppose que les gens ne sont pas là de la journée et qu'entre 8h du matin et 18h, il n'y a personne, on peut baisser le chauffage, etc. Ce n'est pas forcément le cas dans des immeubles collectifs où il y a toujours peut-être quelques retraités, des gens qui sont là toute la journée. Et
en fonction de la régulation dans ces bâtiments existants, on ne peut pas forcément couper le chauffage dans ces appartements-là facilement. Température de chauffage, bien sûr, ça c'est une variable extrêmement sensible. Chaque degré de plus, c'est 15% de plus de consommation de chauffage. Ce n'est pas 7%, comme le dit l'ADEME depuis 20 ans ou 30 ans. Donc des consommations aussi d'électricité spécifiques. L'électroménager, par exemple, c'est très variable d'une famille à l'autre. La ventilation, est-ce que les gens vont ouvrir les fenêtres longtemps? J'ai parfois vu dans des mesures sur des bâtiments HLM, les gens ouvrir 1 heure leurs fenêtres sans problème. Et évidemment, les consommations vont augmenter. Alors, on a donc ici dans ce bâtiment, on a fait une première simulation avec les données dont on dispose, les plans du bâtiment, les compositions des parois, les types de vitrages. On est retombé, je dirais, par chance, à peu près sur les mesures de consommation. Il y a peut-être beaucoup d'erreurs qui se sont compensées, mais enfin bon, voilà. Alors, bien sûr, il y a des incertitudes dans ces calculs. C'est-à-dire qu'entre autres, sur ce bâtiment-là, il y avait en sous-face du plancher bas sur des caves, une isolation qui était un peu dégradée, mais on ne sait pas trop comment, combien, etc. Des ponts thermiques, c'est toujours un peu problématique sur des bâtiments existants de les évaluer. Le débit de renouvellement d'air et les infiltrations, j'en ai parlé. Les consignes de chauffage qui peuvent être variables dans le temps, d'un logement à l'autre, etc. Alors pour autant, est-ce qu'il faut essayer de calibrer le modèle avant les travaux? Là, c'est une rénovation, donc on a le bâtiment existant, mais est-ce qu'on va chercher à affiner la modélisation alors qu'on a prévu une opération de réhabilitation relativement lourde? S'il s'agissait juste d'intervenir sur le système de chauffage, la régulation, etc., ça vaudrait la peine de bien calibrer le modèle. Mais là, on va refaire toute l'isolation, les fenêtres, la ventilation. Ça ne nous a pas paru forcément important de le faire, mais à voir. Alors, ces mesures d'amélioration, donc l'isolation des façades, de la toiture, du plancher bas, on en profite pour réduire les ponts thermiques. On a remplacé donc le chauffage électrique par 2 chaudières à gaz, une ventilation mécanique hygrobée qui va réduire en moyenne le débit de ventilation, mais évidemment en fonction de l'occupation des logements. Là aussi, un peu plus d'incertitude. Il y a des solutions techniques qui sont plus ou moins robustes par rapport au comportement et à l'usage. Et puis donc réduction des infiltrations d'air aussi par ces mesures d'amélioration. Alors, les données qui sont incertaines, données sur le climat, bon, on connaît le climat qu'il fait aujourd'hui, mais dans les 20 ou 30 prochaines années, on ne sait pas trop. Donc, bien sûr, ces données climatiques peuvent être source de dérives sur la température et le rayonnement, mais aussi ce qu'on appelle l'albédo, c'est en fait la réflexion par le terrain autour du bâtiment. C'est un paramètre qui, dans les bâtiments anciens, avait très peu d'influence. Mais à partir du moment où on isole beaucoup les bâtiments, eh bien, le rayonnement solaire qui arrive par les fenêtres va avoir de plus en plus d'influence. Et la partie qui est réfléchie par le sol, eh ce n'est pas si négligeable que ça dans le bilan, par exemple. Donc si vous avez un parking avec du bitume, en fonction du nombre de voitures blanches qu'il y aura autour, ça peut aussi être source d'une incertitude sur le résultat. Bon, la géométrie, on a des plans, des fois c'est des vieux plans, on ne sait pas trop l'épaisseur des murs, est-ce que c'est des dimensions à l'intérieur, à l'extérieur des murs, il peut y avoir des incertitudes là-dessus. Les matériaux de construction, en particulier dans des bâtiments anciens, si vous avez des haussmanniens en pierre, la propriété thermique de la pierre, ce n'est pas toujours très, très évident à trouver. Les menuiseries, il y a du double vitrage. Est-ce que c'est du double vitrage à basse émissivité ou pas? À quelle époque il a été changé? Est-ce qu'il y a de l'argon dedans ou pas? Ce n'est pas toujours si simple que ça de le savoir. Débit de ventilation, j'en ai parlé. Rendement des chaudières. Là, on avait 2 chaudières en cascade.
Est-ce qu'elles sont vraiment en cascade? C'était pas si évident que ça de savoir comment c'était régulé, par exemple. Distribution, avec les problématiques d'isolation des canalisations de chauffage, d'eau chaude, etc. Bien sûr, bon, tout ce qui est lié à l'occupation, j'en ai parlé, à la fois d'ailleurs sur le chauffage, mais aussi sur l'eau chaude. Combien consomment d'eau chaude les gens? Eh bien ça peut être très variable d'un ménage à l'autre, d'une famille à l'autre, etc. Et puis des aspects de modélisation où en particulier, bon, il y a des paramètres qui ne sont pas très très importants, mais le choix de différentes zones thermiques peut avoir une importance en fonction de la régulation du chauffage. C'est vrai que dans des immeubles où l'appartement au dernier étage perd plus de chaleur, vous êtes obligé de le chauffer à 20 degrés, mais du coup, pour qu'il fasse 20 degrés dans cet appartement qui est plus exposé aux pertes de chaleur, ben, il fait parfois 23 dans les étages courants, par exemple. Et ça, ben, ce n'est pas non plus quelque chose à négliger dans les calculs, mais là, c'est aussi les exploitants peut-être qui peuvent agir pour rééquilibrer certains circuits, etc. Alors, évidemment, la première idée qui vient à l'esprit, c'est de se dire, je vais me mettre avec tous les paramètres incertains au maximum ou au minimum pour encadrer ma performance. Donc, je vais prendre les ponts thermiques les plus grands, les infiltrations d'air les plus grandes, la température extérieure la plus petite, etc. Et comme ça, j'aurai ma performance garantie. Sauf que dans ce cas-là, je crois que avant les travaux, on était à 100 kWh par mètre carré. Si on prend tous les paramètres pessimistes, après les travaux, on était peut-être à 150. Alors si je garantis une performance qui est moins bonne après les travaux, je ne suis pas sûr que le maître d'ouvrage va être convaincu par l'intérêt des travaux et de la garantie. Donc c'est évidemment pas comme ça qu'il faut faire. Alors, comment on va procéder? En fait, on va faire une méthode de tirage au sort hein, par Monte-Carlo. Hein, c'est la méthode. Alors, il y a des variantes un petit peu sophistiquées. Je ne vais pas vous faire un cours de maths. Mais en gros, c'est un peu ça. On va tirer au sort et on va associer la performance au niveau de risque. Hein. C'est pour ça qu'on a une distribution de probabilité sur les consommations en sortie en fonction d'une distribution de probabilité sur chaque paramètre incertain. Hein. Et donc, on va propager ces incertitudes, mais pour réduire le temps de calcul et la complexité de ce problème, on va déjà trier les paramètres incertains pour vraiment se concentrer sur ceux qui ont vraiment une influence sur les résultats. Alors, ces méthodes de tri, il y en a plusieurs. Il y a une méthode plus simple qui est la méthode des plans d'expérience. On va regarder comment on change chaque paramètre et quelle est l'influence sur le résultat. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a des interactions assez fortes entre les différents paramètres. Et c'est pour ça que je voulais vous présenter une méthode un peu plus sophistiquée qui est faisable et qui donne des meilleurs résultats pour trier ces paramètres-là. Et à ce moment-là, une fois qu'on a réduit le nombre de paramètres incertains, on va pouvoir faire cette propagation d'incertitude. Alors cette méthode de criblage qu'on appelle hein, pour trier les paramètres incertains les plus influents, eh bien, on va donc tirer au sort des différents jeux de paramètres parce que bien sûr on pourrait se dire je fais varier chacun des paramètres et je regarde de combien varie le résultat et comme ça je saurai quels sont les paramètres les plus influents. Sauf que l'influence d'un paramètre dépend de la valeur des autres paramètres. Je vais vous prendre un exemple. Si vous avez une incertitude à la fois sur l'inertie thermique de votre bâtiment et puis le facteur solaire d'un vitrage, la transmission de rayonnement d'un vitrage. Eh bien, si vous avez moins d'inertie, eh bien l'influence du facteur solaire sera différente que si vous avez plus d'inertie. Il y a une interaction. Ce qui fait qu'il ne suffit pas de faire varier un paramètre pour un seul jeu des autres paramètres. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir plusieurs jeux et un grand nombre de jeux de paramètres sur lesquels on va faire les calculs. Et on va, pour chaque paramètre, avoir la moyenne de l'influence de ce paramètre pour tous les autres jeux des autres paramètres. Et puis un écart type qui va mesurer l'interaction
avec les autres paramètres, hein. Et on va sélectionner les plus influents en fonction pas seulement de la moyenne de l'effet de chaque paramètre, mais aussi de cet écart type qui va mesurer l'interaction avec les autres paramètres. Donc on arrive à faire beaucoup de simulations. Alors on s'est demandé comment organiser tout ça. On a comparé plusieurs solutions. Celle qu'on a finalement choisie, c'est non pas de piloter le dispositif par l'outil de simulation qui va ensuite faire des calculs de statistiques, mais de piloter par un outil de statistique qui va déterminer quelles sont les simulations les plus pertinentes à faire, qui va envoyer la liste des simulations vers le simulateur, qui va calculer en boucle toutes les simulations, il peut y avoir plusieurs milliers par exemple, qui va donner les sorties à l'outil statistique, qui va les interpréter et pouvoir comme ça arriver à dire quels sont les paramètres les plus influents. Alors le résultat de toute cette mécanique, c'est ce diagramme où on a ici la moyenne des effets et l'écart type pour différents paramètres incertains. Vous voyez, là, il y a le débit d'infiltration, le débit de ventilation, les facteurs d'occultation. C'est-à-dire, est-ce que les gens vont fermer leur store ou leur volet pendant la journée, ce qui va influencer les apports solaires, par exemple, le nombre d'occupants, la consommation d'eau chaude, les ponts thermiques. Et plus les paramètres vont être dans cette direction-là, c'est-à-dire avec un effet important en moyenne et des interactions importantes, eh bien, plus ils vont être influents. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à trier finalement les paramètres les plus influents. Donc à partir du moment où on les a identifiés, ces paramètres les plus influents, vous voyez dans cette étude de cas la liste des paramètres qui sont ici, eh bien on va se donner une distribution de probabilité sur ces différents paramètres pour faire ensuite la propagation d'incertitude. Alors évidemment, cette distribution de probabilité, là aussi, il y a encore un peu de travail de recherche pour essayer de l'affiner en fonction des retours d'expérience que l'on peut avoir sur chacun des paramètres. Est-ce qu'on a fait un test de porte soufflante qui va nous permettre de réduire l'incertitude sur les infiltrations d'air ou pas? Est-ce qu'on a des contacteurs de feuillure qui vont nous permettre de savoir combien de temps les gens ouvrent les fenêtres ou pas, par exemple, etc. Est-ce qu'on sait un peu mieux à quel moment les gens ouvrent leurs volets, leur store ou pas? Est-ce qu'on a fait un peu d'enquête auprès des gens? Tout ça peut permettre d'affiner, mais vous voyez, il y a beaucoup de paramètres et beaucoup d'incertitudes, et on essaye de plus en plus de voir comment on peut réduire les incertitudes sur chacun pour ensuite réduire l'incertitude sur le résultat. Donc l'incertitude sur le résultat, ça dérive des incertitudes sur chacun des paramètres. On tire au sort tous les paramètres en fonction de ces distributions de probabilité. Et bien sûr, en sortie, on a une distribution de probabilité sur la consommation de chauffage. Et à ce moment-là, eh bien, on peut, avec cette courbe, se dire j'accepte un risque de 5% et voilà la performance que je peux garantir sur cette opération de travaux. Alors, donc, vous voyez, si on avait encadré entre les deux valeurs, on aurait eu même 200 kWh par mètre carré. Et donc, vous avez la consommation réelle. Et donc, bon, si on a une valeur de 5% de risque, on est quand même encore relativement élevé. Donc, il y a encore du travail à faire pour affiner cet engagement et pouvoir comme ça avoir une garantie qui soit à la fois pas trop risquée mais intéressante pour le client, bien entendu. Donc les perspectives, c'est donc d'affiner ces distributions de probabilité pour réduire l'incertitude sur le résultat et améliorer cette garantie. Sans doute séparer des paramètres qui concernent le climat qui seront à ajuster ou la température qu'on peut mesurer dans les locaux qui sera ajustée aussi. Hein. Au lieu d'avoir ces paramètres comme paramètres incertains, ce sera des variables d'ajustement qui permettront ensuite de garantir une performance avec une petite étoile. Si vous vous chauffez à 20 degrés, vous aurez ça. Si vous vous chauffez à 23, vous aurez
avec un polynôme, quelque chose qui sera ajusté en fonction de votre température. Et puis on essaie de réduire les temps de calcul pour toutes ces simulations. Donc permettre aussi d'affiner les modèles par du calibrage, c'est-à-dire d'utiliser des mesures pour, là aussi, améliorer la distribution de probabilité sur les paramètres incertains. Donc une façon de faire, par exemple, c'est ce type de calibrage où j'ai un paramètre et à ce moment-là, je regarde si ce paramètre permet d'avoir une bonne concordance avec les mesures. Et à ce moment-là, je le retiens dans mes paramètres, ma distribution de probabilité. Et puis, j'en tire un autre sort. Si la simulation est trop éloignée, je ne le retiens pas, je l'élimine. Et comme ça, je fais plusieurs tirages au sort. Je trie ceux qui correspondent à une bonne concordance avec les simulations. Et du coup, je peux en déduire une distribution de probabilité qui est plus affinée que la distribution que j'avais imaginée au départ sans trop savoir qu'est-ce qu'elle serait. Alors, autre piste aussi, bien sûr, de recherche, ça va être de valider les modèles de calcul. Et pour cela, on a la chance maintenant d'avoir des mesures sur une installation expérimentale qui a été construite par le CEA à l'Institut national d'énergie solaire à Chambéry, avec des protocoles de mesure où on arrête, on coupe le chauffage, on le remet, on ferme les volets, on les ouvre, on met plus ou moins de ventilation, et on peut comme ça comparer les résultats des modèles de calcul à des mesures, ce qui donne beaucoup plus de fiabilité à ces modèles. Et donc là, cette étude a permis aussi de pouvoir calibrer les distributions de probabilité sur certains paramètres qui n'étaient pas très bien connus et d'avoir comme ça des écarts réduits par rapport aux mesures après le calibrage. Donc là, c'était les comparaisons entre les mesures et les simulations. Donc avant de calibrer le modèle de calcul, c'est vraiment en rentrant les paramètres tels qu'on les connaissait, le plan de la maison, les compositions des parois, etc., eh bien, on arrive quand même à une bonne concordance avec entre les simulations et les mesures. C'est à peu près du même type que ce qu'on a avec les références internationales américaines, les gros logiciels de simulation que certains connaissent ici, TRN6, Energy+. Et puis, si on calibre le modèle, eh bien, on se rapproche encore plus des mesures, c'est-à-dire qu'on a affiner nos distributions de probabilité sur les paramètres incertains. C'est-à-dire que, en fait, vous avez une bande d'incertitude des mesures, parce qu'il y a aussi l'incertitude des capteurs de mesure, et puis vous avez une bande d'incertitude des simulations qui correspond à ce tirage au sort par Monte-Carlo. Et ici, c'est après calibrage, eh bien, on a réduit les distributions de probabilité sur les paramètres d'entrée. Et donc, on a amélioré finalement la qualité des sorties. Donc voilà un exemple de procédure d'amélioration de ces performances. Alors, il manque des choses là, mais c'est pas grave. Donc, bon, je sais pas pourquoi. Donc ces procédures d'ajustement, en fait, bon, il va falloir trier dans les paramètres incertains ce qui va être ajusté. C'est-à-dire que ce qu'on va vraisemblablement ajuster, c'est par rapport au vrai climat, donc à la température extérieure, par exemple, et par rapport aux vraies températures de chauffage, par rapport à la consommation d'eau chaude, par exemple, des habitants. S'ils ont consommé 2 fois plus d'eau chaude que ce qui était prévu dans les calculs, on va ajuster la consommation garantie. Donc on va, comme ça, par ces procédures d'ajustement, réduire aussi l'incertitude sur la performance garantie. Et puis, donc, on essaie de voir si on peut réduire la taille des échantillons
au lieu de faire 20 000 simulations, est-ce qu'on peut en faire 1000, 2000, 5000 sans trop perdre en précision sur l'évaluation du risque. Et éventuellement, les surfaces de réponse, ça veut dire que au lieu d'avoir à faire une simulation qui dure peut-être une minute, eh bien, on va essayer de remplacer la simulation par un polynôme qui sera une approximation du résultat de la simulation et qui va permettre comme ça de réduire les calculs, mais encore faut-il valider ces surfaces de réponse pour s'assurer qu'on ne s'est pas trompé sur les résultats. Donc voilà, vous voyez où on en est un petit peu au niveau des recherches et des pistes que l'on va suivre pour essayer d'améliorer cette procédure de garantie, ce qui est lié aussi avec l'analyse. Quand on fait cette comparaison entre mesure et simulation, ça va être lié aussi au protocole de vérification de la performance, comment on va, dans un bâtiment, s'il y a un litige, faire des mesures pour essayer de savoir si on peut calibrer le modèle et expliquer vraiment les différences qu'on a entre facture et simulation. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas.